de l'effondrement définitif des sociétés berbères, tout simplement. Je veux dire, à travers l'urbanisation, l'exode rural, leur intégration et l'arabisation, évidemment, de facto qui fonctionne, hein, au fond, est-ce qu'on n'est pas dans une... On ne peut pas émettre l'hypothèse suivante, nos États considèrent que finalement, la réalité berbère a perdu de sa densité, de sa consistance anthropologique qui en faisait, il y a encore 30, car après tout, ouais, vous savez bien, il y a une cinquantaine d'années, le danger berbère, pour parler comme certains nationalistes marocains ou algériens, le danger berbère était une réalité anthropologique. Hein. La preuve vous en est donnée quand vous regardez l'histoire politique de l'Algérie et du Maroc. Hein, 63, première insurrection d'Ahmed en Kabylie, c'est en Kabylie, c'est pas ailleurs. Hein. Tous les coups d'État contre Hassan II au Maroc ont été faits par des officiers berbères. Hein. Donc, et c'est cette réalité-là, cette consistance-là qui peut-être, hein, pour laquelle on fait l'hypothèse que finalement l'intégration nationale à travers l'exode rural, à travers la scolarisation, à travers tous les phénomènes, si vous voulez, socio-économiques, culturels que vous connaissez, fait que finalement les Berbères sont définitivement intégrés et ne constituent plus du tout un danger. Donc d'une certaine façon, on peut les reconnaître en tant qu'éléments du patrimoine. Ce n'est plus un élément. Au fond, je me demande si l'analyse fondamentale qui serait faite n'est pas que le berbère n'est plus un véritable élément de remise en cause potentielle de l'unité nationale et des fondements des nations, c'est-à-dire l'arabité et l'islamité, en fait, tout simplement, principalement l'arabité. Ce qui permettrait de comprendre pourquoi dans le même texte on affirme que l'Algérie est un pays arabe et en même temps on vous dit que le berbère est langue officielle, parce qu'on sait que finalement c'est un peu ce qui est en train de se passer au Maroc. On sait très bien que c'est... On peut affirmer, on peut écrire ça, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas et ça n'aura pas d'incidence, sauf si les conditions sociales réelles d'une revendication berbère et de la concrétisation de droits linguistiques émergent. Ça, c'est un autre problème. Donc, ساعات نسقسين السعادة قبل المصيان السعادة مزورة السعادة مزيغة المطلاس ما يتوعطى أزول أيكم الاستماع أزول أستاذ مقران سليم شاكر أزول رمضان. Avant de commencer ma question, je veux juste rendre hommage à un militant à Mézières qui est mort dernièrement, qui milite pour la cause à Mézières. C'est Izou, donc du mouvement culturel à Mézières du Maroc. Alors, pour formuler ma question, c'est déjà pour la langue à Mézières, comme c'est une langue déjà entre nous, on avait une grande histoire sur comment adopter cette langue, déjà pour l'alphabet à adopter, la peine, définir ou pas. Donc déjà entre nous, on avait un peu de retard sur cette langue. Et ma question au Maroc, déjà l'officialisation de la langue amazigh au Maroc en 2011, est-ce que c'est pas un complot? Je m'explique. Le pouvoir au Maroc, à chaque fois, il intervient en faveur de la langue berbère ou de la culture berbère, juste pour apaiser la situation, pour la stabilité. Du coup, est-ce que le pouvoir au Maroc maintenant, il n'est pas en train de nous dire, voilà, on a officialisé la langue amazigh et ça a un énergie.
Donc c'est ça ma question. Et aussi, on remarque que ce qui freine l'évolution et le progrès de la langue amazigh et la culture amazigh aussi, c'est le mouvement culturel amazigh qui est plus productif. Est-ce que c'est le cas? Merci beaucoup. Bon, écoutez, il est évident que je suis sur le fond totalement d'accord avec l'hypothèse que vous avez formulée, je l'ai souvent écrit. Il est certain, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que les États ont toujours, réagi à une pression sociale, à un danger complexe, qui est variable. Bon, en Algérie, ça a été surtout évidemment les tensions en Kabylie. On le sait très bien, que ce soit l'instauration de l'enseignement en 1995, que ce soit la réforme constitutionnelle de 2002, etc. Au Maroc, mais il y a d'autres paramètres dont il faut tenir compte. Dans la situation particulière du Maroc. N'oubliez pas que la réforme constitutionnelle de 2011, elle a été prise... Cette dimension conjoncturelle est omniprésente. On réagit à des situations qu'il faut gérer ou à des risques réels ou potentiels. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'objectifs stratégiques clairs et assumés par les régimes. Ça serait, sinon, c'est pas du tout ces formulations qui auraient été adoptées d'ailleurs. Je pense dans le cas marocain, par exemple, ne jamais oublier que la constitutionnalisation de l'amazigh, bon, il y a eu tous les mouvements du début 2011, février, etc., les mouvements de protestation, bon, etc. Et puis surtout, il y avait un contexte régional, géopolitique, qu'il ne faut pas du tout oublier. C'était la Libye, c'était la chute de Kadhafi, dans lesquelles les Berbères libyens ont joué un rôle tout à fait considérable. C'était la déstabilisation de la Tunisie. La fin de l'ère Ben Ali. C'est-à-dire que la monarchie marocaine, au fond, a sans doute donné du grain à moudre, comme on dit, en disant, bon, calmons le jeu, il y a des risques de propagation de tensions qui ne sont pas très loin, la Tunisie, le Maroc, c'est pas trop loin, sans compter effectivement d'autres causes conjoncturelles, encore plus immédiates, d'équilibrage entre les forces, etc., que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, les arabistes, on leur donne un peu, les islamistes un peu, les berbéristes aussi. De toute façon, ça ne mange pas de pain parce qu'en définitive, puisque vous me parlez du Maroc, tout ça ne compte pas, c'est le roi qui décide, point. Il faut être tout à fait clair. Il se passera ce que le roi aura décidé, et son entourage, bien entendu. On voit très très bien au niveau du fonctionnement politique général du Maroc. Il est clair que ces décisions sont toujours éminemment politiques et qu'on relève de la gestion politique immédiate. Vous évoquez un autre aspect qui n'est pas négligeable, effectivement, qui n'est pas du tout négligeable et qui est peut-être l'explication fondamentale. On fait une ouverture symbolique dans la Constitution, texte, on ne donne pas les moyens, on n'investit pas vraiment, on fait les choses de façon complètement improvisée pour aboutir à un échec. Et c'est pas un hasard si le recteur de l'IRCAM lui-même déclare l'enseignement est un échec. Ce qui est une façon de dire finalement,
On a essayé, ou on a ouvert, mais ça ne donne rien, ou c'est pas très intéressant. Ou dans le cas de l'Algérie, ce qui va se passer, vous le savez très bien, ça va permettre de fixer ce que j'ai appelé l'abcès kabyle. Point. Les Kabyles se débrouillent avec leurs berbères. C'est exactement ce qui se passe. Mais le reste, au niveau national, ça n'aura pas d'implication. On peut tout à fait imaginer que la réforme constitutionnelle annoncée en Algérie débouche sur quelque chose que vous connaissez déjà en Kabylie, qui est très très net. C'est qu'au niveau local, les gens font ce qu'ils veulent. Je dirais presque, j'exagère un peu, mais l'arabe a disparu. Il n'y a plus que du kabyle ou du français en Kabylie, dans la rue, etc., à part sur les édifices publics de l'État central. On peut imaginer demain que les mairies passeront à Damazir, si vous voulez. Mais laissons-les. Bon. On peut imaginer aussi des types de gestion de ce genre, à la fois qui combine un peu votre hypothèse avec, mais on est toujours dans une gestion très politicienne, qui consiste à, au fond, contrôler l'ensemble des forces et satisfaire au niveau symbolique les uns et les autres, mais sans que ça remette en cause fondamentalement les choses. Vous trouvez que ce n'est pas sincère l'officialisation du berbère au Maroc? Excusez-moi, je ne sais pas entendu. Vous trouvez pas que c'est pas sincère ça paraît évident. Je suis allé au Maroc en novembre dernier. Le berbère langue officielle, je l'ai cherché. Boulzoufir. Alors, je ne sais pas où c'est. Vraiment. Y compris dans des villes très proches, comme Marrakech, très proches du monde berbérophone. On est au mieux dans quelque chose qui aura une réalité symbolique, peut-être sur les frontons des ministères. Voilà, on va mettre du tifinard pour faire pour dire. Mais la réalité concrète, elle n'est pas là. Donc c'est sûr, moi je crois beaucoup à l'aspect manipulatoire et gesticulation. Et dans le cas de l'Algérie, c'est peut-être encore plus net au sens où on a une société vraiment composite et il faut donner un peu à tout le monde. Le système demeure dans sa globalité, mais vous voyez. L'arabe reste la langue officielle de l'État, mais enfin, vous voulez qu'il soit langue officielle, il sera langue officielle. Ça ne veut rien dire puisque l'État continuera à utiliser l'arabe, mais ça veut dire, par exemple, on peut tout à fait imaginer, comme il y a cet abcès kabyle, que les Kabyles se débrouillent, ils n'ont qu'à faire utiliser Tamazirt localement, y compris dans les documents administratifs ou des choses comme ça. On ne les empêchera pas. On est dans cette espèce de situation un peu donner à chacun un peu ça, sans qu'il y ait de vraie stratégie, parce que s'il y avait une vraie stratégie, on ne serait pas dans les données que j'ai évoquées tout à l'heure, les données quantifiées, avec plus de 10 ans après au Maroc et 20 ans après en Algérie. Si on avait voulu réellement développer l'enseignement, l'usage du berbère, on n'en serait pas là. همام زي ساعة مسيس سيان الحبس نستطيع كده أزول أمسكان أزول رمضان أمس رمضان أزول كلهم. C'est juste, je vais être succinct en fait. C'est juste pour vous poser une question. J'ai constaté que vous avez évoqué l'impact des politiques linguistiques sur la promotion du berbère, en l'occurrence. Je ne sais pas, j'ai pas bien entendu parce que j'étais pas là en fait. Je ne sais pas est-ce qu'en Algérie ou bien en France. Et en fait, et vous avez oublié de parler de l'impact des locuteurs berbérophones sur la transmission du patrimoine linguistique et l'impact sur
comment dirais-je, sur la promotion de la langue berbère. Qu'en est-il en réalité? Et moi, j'ai fait un travail sur la transmission du berbère du Kabyle à Marseille, et du coup, les résultats auxquels je suis parvenu sont loin d'être probants. Et il me semble que cet échec est dû principalement aux locuteurs berbérophones, au même titre que moi. Merci. Mais vous savez, vous confirmez un peu une idée que j'ai développée à la fin, à savoir la grande fragilisation. Vous savez, quand on parle de langue menacée, on ne pense pas immédiatement au berbère, ou alors aux variétés microscopiques de berbère, comme celle de Benisnos ou de Loire-Senis ou de Bnissalah, qui a étudié en Van il y a 2 ans, des micro-parlers, si vous voulez, de quelques centaines, quelques milliers de personnes, très très fragilisées, ou les parlers berbères de Tunisie, dont la survie est réellement, si vous voulez, dans la nomenclature de l'UNESCO, sur les langues en danger, les parlers de Tunisie sont tous considérés comme menacés de disparition imminente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission intergénérationnelle. C'est ce qu'a trouvé par exemple pour As-Salah dans la région de Blida à Ramban. On voit très bien qu'on ne trouve pas de locuteurs actifs, éventuellement quelques locuteurs passifs, de moins de 60 ans. Ça veut dire quoi? Que la langue ne se transmet plus. Alors, si vous voulez, on pense, quand on parle de langue menacée, on pense toujours à ce genre de situation, disons, de ce qui, dans la nomenclature de l'UNESCO, est classé vraiment au stade 5, 5 ou 6, tout à fait en bas des langues menacées de disparition imminente parce que les jeunes générations ne la pratiquent plus du tout, donc elle ne sera plus transmise. C'est fini. Mais en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, y compris pour les grandes régions, les grands blocs berbérophones, Kabyle, Chleu, etc., on voit très très bien que on n'est pas dans une situation de, je dirais, de risque de disparition imminent, mais il y a une régression, il y a un grignotage qui s'opère, et qui s'opère par tous les phénomènes socio-économiques et culturels que j'ai évoqués, l'exode rural, l'immigration, etc., qui fait que les berbérophones sont de plus en plus dans des bains linguistiques différents, multilingues, et où des langues, des langues autres exercent une domination tout à fait claire, et au fond avec des risques de plus en plus marqués pour une grande partie des berbérophones de non-transmission. C'est normal que pour des immigrés qui vivent en France depuis 2-3 générations, il y a un moment, tous les immigrés, vous savez bien que la couche, avant les Maghrébins, la couche antérieure d'immigrés à Marseille était italienne, je veux dire comme des scènes, rien, à part les noms. Bon, c'est des gens qui sont nés entre 1860 et la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, ces situations sont très défavorables à des langues minoritaires sans statut fortement établi comme les berbères. Ces situations dès qu'on sort de la communauté traditionnelle où l'usage de la langue est dominant, si vous voulez, le risque de disparition en général, les travaux sont innombrables sur le sujet, y compris Alger. Vous savez, Alger, dès 1911, les statistiques du gouvernement général donnaient la population d'Alger à 60% d'origine kabyle. C'est pas simplement maintenant. Qu'en est-il en réalité au niveau des pratiques linguistiques? On sait très bien qu'en ville, sur 3 générations, l'usage du berbère disparaît.
C'est le schéma classique, les parents, la génération 0 arrive et pratique la langue, les enfants sont bilingues, on pratique la langue à la maison, et les enfants des enfants, ben, c'est fini. Hein. C'est un processus, bon, il y a toujours des cas d'exception, hein, attention, hein, mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc il est certain que même pour les grands groupes berbérophones, hein, il y a un rétrécissement, des fonctions, des lieux d'usage, etc. Et donc, de ce point de vue-là, la transmission devient problématique. Mais vous savez, il ne faut pas... alors, bien sûr, on peut reprocher ça aux individus, mais les individus, ce sont des phénomènes sociologiques qui nous dépassent. Vous vivez en France dans un milieu francophone, vos enfants parlent français dans la rue, à l'école et partout, au magasin, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à armes égales. Hein. Vous êtes à Alger, les enfants parlent arabe dialectal dans la rue, quand ils vont faire les courses, etc., ou à Casablanca, et point final, parce que c'est l'arabe dialectal qui est la langue véhiculaire, hein, la langue du quotidien, de la communication de la rue. Hein. Donc au mieux, vous pouvez maintenir à la maison votre parler berbère. Au mieux. Donc c'est des réalités sociologiques, si vous voulez, des dynamiques puissantes qui vous dépassent. Hein. Vous pouvez avoir une politique linguistique familiale, obliger les enfants à parler kabyle ou fleu à la maison, ça arrive. Hein. Mais il n'empêche que quand on est sorti, c'est la déstructuration de la communauté traditionnelle qui, en fond, inéluctablement entraîne cette fragilisation de la langue. Hein. Au niveau individuel, il est très difficile de lutter contre ces phénomènes. Hein. Et en tout cas, au niveau global, on y essaie. Ce n'est pas l'action des individus. C'est pour ça que je considère que je parlais de droit linguistique et que les situations, bon, on en a beaucoup étudié ces questions, les situations de langue minoritaire en position dominée, si vous voulez, hein, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut des mesures tout à fait, j'allais dire, pas coercitives, mais en tout cas extrêmement systématiques. Hein. Comment le catalan a pu résister au castillan? Parce qu'en Catalogne, hein, la généralité de Catalogne, dans l'école publique, n'enseigne que le catalan. On n'enseigne pas le castillan. Point. Moi, je suis allé à un jury de thèse à Barcelone, à l'université autonome. Eh bien, il y avait des collègues espagnols d'autres universités, on était 2 collègues français. Nous, on nous a autorisés à parler français. Les collègues espagnols, on leur a dit ou vous parlez catalan, ou vous parlez le français, mais pas le castillan. Hein? C'est des situations, bon, ça peut paraître excessif, mais c'est l'image, le reflet clair d'une réalité déséquilibrée. Face aux Français, vous vivez en France depuis 1, 2, 3 générations, vous ne pouvez pas résister à la francisation totale. Hein. Vous vivez à Alger ou à Casablanca, vous ne résisterez pas à l'arabisation progressive, même s'il faut 3 générations. Hein. Ou dans des situations très particulières, mais infimes. Donc, si vous voulez, c'est en ce sens hein, que je dis que une vraie reconnaissance du berbère passe par la reconnaissance de droits linguistiques systématiques, c'est-à-dire celui d'un enseignement généralisé hein, dans la langue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues enseignées, hein, mais ça veut dire que l'enseignement de base, ce n'est pas 3 heures ou 2 heures par semaine, ça veut dire que l'enseignement de base est une présence dans toutes les institutions et tous les espaces publics, etc. Hein. Il faut bien avoir conscience, si vous voulez, je ne vais pas passer du coq à l'âne, mais on est exactement dans la même problématique. Moi, je suis un vieil universitaire, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en France. J'ai connu l'université française jusqu'au milieu des années 90, où le CNRS
et l'enseignement supérieur, la direction de la recherche, nous refusait de financer un colloque si le français n'était pas la langue de travail. Jusqu'à 92, c'était encore une règle absolue. On vous demandiez des sous, actuellement vous savez très bien que tous les colloques se font en anglais dans toutes les disciplines pratiquement. Maintenant, c'est une banalité. Ça veut dire que, vous voyez, il y a des rapports de force, hein, comme ici, pour reprendre une formulation d'un grand sociolinguiste français, Jean Calvet, parlait de marché linguistique au sens de bourse des langues. Hein. Les langues ne sont pas égales. Il y en a qui sont plus puissantes que d'autres. Et la puissance ne vient pas de la langue elle-même, elle vient d'autres facteurs, de la puissance technologique, économique, militaire, ce que vous voulez. C'est le cas de l'anglais. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, qui a longtemps résisté à l'anglomanie, si vous voulez, toutes les digues sont rompues. Toutes les digues sont rompues actuellement. Tous les congrès de médecine se font en anglais pratiquement. J'allais dire, au niveau de la recherche internationale, il n'y a plus guère que les anciens pays, les pays francophones, c'est-à-dire les pays de l'ancien empire français qui sont là pour défendre le français. Heureusement. Il faut être tout à fait clair. Les Français ne le font plus. C'est-à-dire que le déséquilibre est tel par rapport au monde anglo-saxon et à la prégnance de l'anglais que, au fond, vous voyez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'individu qui peut résister à ça. Où sont des mesures d'État, vous dites, une autre analogie tout à fait, vous voyez, ce n'est pas un problème propre aux Berbères. Regardez, l'Europe, l'Union européenne, c'est tout à fait passionnant pour le sociolinguiste. Pour des raisons de soi-disant égalité de traitement, a décidé, il y a pas mal d'années, de ne pas adopter de langue officielle. C'est-à-dire que toutes les langues des pays membres de l'UE sont langues officielles de l'Union européenne. C'est ça la base juridique actuelle, le choix juridique précis de l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les textes sont traduits en hongrois, en polonais, en lituanien, en estonien, en français, enfin, etc. Bon. Quel est le résultat concret de ce non-choix? C'est que c'est l'anglais qui est la langue officielle, de fait, la langue officielle de l'Union européenne. De fait. Alors que si on avait choisi de dire c'est l'espagnol ou le français ou l'allemand, ça aurait pu être très différent. Vous voyez, la puissance de l'anglais est telle que de facto, on paye des tas de fonctionnaires à traduire dans les 20 langues de l'Union européenne, mais on sait très bien que ce qui fait foi, c'est le texte anglais, point final, et que les gens s'expriment en anglais. Merci. ما تصير يوغان تحكي نستقسي مزيان هذا مزيان المقراليست دونك هذه كان زوج ديما هون راك اللي وابول رزقي بوزيد مصطفى القادري ما لا نحبس خاطر مش نعطي لاطاس voilà donc on ne doit pas abuser non plus de la gentillesse de monsieur Chaka donc voilà c'était vous êtes كان Voilà, il y a deux questions. La première question, c'est que est-ce que l'officialisation de telles mesures en Algérie n'est pas due à ce qu'on a un contrepoint pour le mouvement d'autonomie de la Kabylie? Est-ce que c'est quand même une réponse qu'il y en a qui est? Ma deuxième question, est-ce que la langue tamazight, pour qu'elle soit une langue, elle sort de la langue dominée, la langue dominante, et vous qui n'êtes pas de la langue dominée, est-ce qu'il faut un État ou pas? Écoutez, bon, vous connaissez mes positions, je les ai écrites il y a déjà beaucoup d'années. Je pense savoir, ça remonte au moins à 95. Où j'ai pris position pour l'autonomie de la Kabylie. Bon, ça c'est un problème un peu particulier, mais au-delà des formulations juridiques, on peut en discuter.
liberté, chacun doit avoir ses convictions. Il est certain que si vous n'inscrivez pas dans le droit, c'est-à-dire sur des bases politico-juridiques, institutionnelles très claires, ces droits linguistiques, c'est-à-dire ce droit à recevoir une éducation complète dans sa langue, de vivre dans un tissu administratif qui utilise sa langue, etc., on voit mal comment des langues en position aussi écrasée finalement, aussi dominées, peuvent survivre. Alors, on peut penser, effectivement, je le crois profondément, qu'en dehors d'une situation, d'une solution de type État, pas nécessaire, ou pas nécessairement, je dirais, en tout cas d'une très très forte autonomie, je vois mal comment le berbère peut subsister. Et je pense effectivement, des régions berbérophones, je vois mal comment il peut subsister durablement. Et on peut émettre d'ailleurs l'hypothèse que vous formulez, que l'insistance de l'État algérien et marocain à affirmer le caractère national et de